Alors, bienvenue aux Conversations intimes. Aujourd'hui, au nom de Early Music Vancouver, mon nom est Sylvia Lécuyer. And I'm receiving in those intimate conversations the next guest of Early Music Vancouver, who will also go to Montreal, Salle Bourgie, à la Salle Bourgie, le directeur de l'ensemble Diabolus in Musica, Nicolas Sansarla. Bonjour, Nicolas. Bonjour, merci beaucoup. Nicolas, c'est un grand plaisir de vous recevoir. Votre groupe Diabolus in Musica date de 1992, mais vous êtes nouveau à la direction de l'ensemble depuis l'année dernière, je pense, et vous venez avec une forte expérience instrumentale. Alors, j'ai vu là, avec presque stupéfaction la quantité d'instruments que vous avez domptés au cours de votre éducation musicale. Si vous nous parliez un petit peu de votre parcours de violoniste avant tout. Oui, vous savez, les instruments, l'apprentissage des instruments, c'est un peu comme les langues et les polyglottes. Quand on en a 6 ou 7, après, on peut aller jusqu'à 30. Hein, ça va très vite. Oui, c'est les premiers qui sont durs, oui. Alors, j'ai commencé par le violon, ce n'était pas le plus facile. Enfin, en tout cas, il a une réputation pour être plus difficile, mais j'ai commencé par avoir une formation classique en violon dans les conservatoires à côté de chez mes parents. Et puis, petit à petit, je suis allé dans des établissements un peu plus importants, comme le CNR de Tours, le Conservatoire national de région de Tours, dans la vallée de la Loire. Et puis, après, à Paris et à Lyon, aux 2 CNSM, aux 2 conservatoires nationaux supérieurs, en fait. Et donc là, j'ai appris, surtout dans ces conservatoires, la direction d'orchestre, l'orchestration, l'écriture. Et puis, à Lyon, j'ai appris le violon ancien avec Odile Édouard. Et puis toute la théorie autour du département de musique ancienne, autour de la musique ancienne, voilà. Vous aviez déjà collaboré avec Diabolus in Musica parce que c'est un ensemble qui a une grande réputation. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, Diabolus? Diabolus, c'est une formation qui a commencé surtout avec les polyphonies vocales à voix d'homme du Moyen-Âge, à partir du XIIe siècle jusqu'au début du XVIe siècle. Et puis, il s'est spécialisé aussi dans les monodies Trouvère, dans les chants de Trouvère. Et petit à petit, Antoine Gerber, l'ancien directeur, donc, a naturellement étoffé ce répertoire vers tout le répertoire du Moyen-Âge qui est gigantesque. Oui, ça, c'est certain. Pourquoi avoir choisi Diabolus? Le Diabolus in Musica, en fait, c'est une expression qui désigne un intervalle musical proscrit, c'est ça? Oui, c'est ça. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est Guido d'Arezzo au début du XIe siècle, qui était un moine dominicain qui enseignait aux enfants la musique. Et il nous a laissé un traité de musique, le Micrologus, et dedans, il nous dit qu'il faut éviter un intervalle qui est celui de quarte augmentée, mais il nomme pas Diabolus in Musica. Il dit juste qu'il faut l'éviter parce qu'il sonne pas très bien par rapport à d'autres intervalles. Et c'est après, d'autres théoriciens vont reprendre ces arguments au XVIe siècle, mais c'est surtout le terme vient du début du XVIIIe siècle, en 1702. C'est le musicien et théoricien Werkmeister qui parle de Diabolus in Musica. Donc le terme, il est tardif en fait. Werkmeister l'attribue aux gens du Moyen-Âge, mais on ne le voit nulle part dans aucune source. C'est lui qui le donne, et voilà. C'est quand même une bonne idée marketing, ça se vend bien. Ça a bien fonctionné. Il y a un groupe américain de hard metal qui a choisi le même nom d'ailleurs. Oui, tout à fait, oui. Alors, on parle d'une musique qui va du 12e au 15e siècle. Ça couvre quand même 4 siècles. Et si on se met à notre perspective à nous, entre le 18e et le 21e siècle, ça a changé beaucoup la musique. Est-ce qu'il y a eu autant de changements dans ces 4 siècles-là, au Moyen-Âge? Oui, c'est-à-dire que la musique du 12e siècle n'a plus rien à voir avec celle du 15e siècle, ça c'est sûr. Bien sûr que ça a évolué. Oui. On ne peut pas les confondre. Au début, on est probablement très près de ce qu'on, pour nous, un peu plus familier, le chant grégorien. C'est essentiellement des chants religieux. Il n'y a pas que des chants religieux. Il y a aussi le chant en langue profane qui apparaît au fin du XIe siècle, XIIe siècle, justement, qui va certainement être influencé par le chant religieux qui est très présent. Mais toute la lyrique des troubadours et ensuite des trouvères au XIIe, XIIIe siècle, voilà, là on n'est pas dans la liturgie, on est au contraire, on va s'affranchir dans la poésie du latin
pour s'exprimer en langue d'oïl ou en langue d'oc pour les troubadours. Et parler d'amour. Exactement. On va parler d'amour courtois, entre autres. On a donc ces évolutions musicales qui suivent forcément des évolutions sociales. La société a changé aussi. Et je sais que le groupe Diabolus Musica essaie de nous faire comprendre à quoi ça correspond socialement, ce qui se passe en musique, non? Oui, exactement. C'est-à-dire qu'au XIIe siècle, on a l'Église et la féodalité qui est encore très présente et on assiste à ce que Georges Duby appelle, avec d'autres historiens, la Grande Renaissance, où donc ce qu'il appelle le nouveau printemps du monde qui fleurit sur la vieille souche latine, en fait. Et donc, au sud de la France, on va construire des châteaux, des abbayes, des grands édifices. Et la musique va s'épanouir dans ces grands édifices. Et petit à petit, l'Église, à partir du XIIIe siècle et encore pire au XIVe siècle, va avoir des contre-pouvoirs qui vont s'exercer contre l'Église, en tout cas qui va l'affaiblir, et il va se passer une évolution un peu différente. Le roi va avoir son droit divin, il va avoir sa place. Donc, on a aussi les ordres mendiants qui apparaissent. Donc, exactement pareil pour la féodalité, les seigneurs vont voir leur pouvoir s'affaiblir, le roi aussi va étendre son pouvoir royal. Donc la musique va suivre tous ces courants, notamment au XIVe siècle avec l'avènement, ce qu'on appelle des bandes ménétrières, c'est-à-dire des musiciens qui s'organisent par la demande des princes et des rois. Ça, c'est nouveau. C'est-à-dire on a une pratique instrumentale qui va s'organiser autour des ménétriers. Et ça, c'est en lien avec l'évolution de notre histoire. Oui. Donc, on forme des ensembles musicaux, des ensembles instrumentaux. C'est tout à fait, effectivement, Exactement. tout Pour à que fait. toutes ces cours et ces villes puissent avoir une identité musicale. Alors qu'on n'avait pas ça. Auparavant, les ménestrels, ils travaillaient pour leur propre compte, ce qu'on appelait les jongleurs, en fait, et ils étaient plus dans l'art de compter par la musique, mais plus dans l'art de compter que dans l'art de faire de la musique. Donc, c'est tout Alors, à fait différent. on imagine qu'à l'époque, bien sûr, on n'a pas de musique publiée, donc il faut aller chercher des manuscrits. Je pense que vous passez probablement pas mal de temps dans les bibliothèques. Oui, alors moi maintenant dans les bibliothèques, parce que je sais pas, je peux pas vous dire un chiffre, mais presque on numérise énormément de choses, donc tous les manuscrits dont on a besoin circulent énormément sur le net. Et puis quand il en manque un, il y a notre réseau personnel, notre réseau d'amis qui nous sert pour se procurer ces manuscrits. Et vous, personnellement, vous avez préparé des éditions de cette musique? À titre personnel, oui, j'ai recopié des chants de Trouvère, des chants de troubadour. Ça m'arrive, ouais. Parce que il y a beaucoup d'éditions qui ont été faites, mais on a tout le temps envie de vérifier des mots, des notes, si elles sont bien au bon endroit, s'il n'y a pas un mélange entre les sources. C'est toujours bon de se réserver sa propre place et de vérifier toutes ces éditions. En imagination, on voit les trouvères, les troubadours se balader avec leurs instruments et chanter aussi en même temps. Est-ce que c'était pas aussi la pratique à l'époque? Exactement, c'est ça. C'est ça. Donc, le principal instrument sur lequel on pouvait s'accompagner, c'est la vielle à archer. Donc, les jongleurs et les trouvères et troubadours, parfois, mais surtout les jongleurs, en fait, ils apprenaient ces chants qui n'étaient pas forcément de leur création, hein, mais ils les apprenaient et ils les faisaient circuler de cours en cours, voilà, tout simplement. Donc, ils s'accompagnaient à la vielle, à archer, et ils chantaient ces poésies. Et on apprenait, j'imagine, la musique par audition, par répétition. On répétait la musique que quelqu'un nous enseignait oralement, si on veut. Exactement, c'est ça. Oui, tout à fait. Après, on va les transcrire. En fait, toutes les transcriptions des chants de Trouvère et Troubadour sont bien postérieures à leur création. En général, ces manuscrits datent de la fin du XIIIe siècle, voire XIVe siècle, pour des poèmes qui datent du XIIe siècle. Donc, il est probable qu'il y ait eu des modifications, que c'est évolué, hein. Et puis, en plus, le copiste a probablement écrit dans une langue qui n'était pas exactement celle de la langue d'oïl et de la langue d'oc. Donc, tout ça a évolué.
Et puis nous, on essaie de faire recouper toutes ces sources pour trouver quelque chose de cohérent et de concluant pour nous, pour nos oreilles. Et surtout de rendre ça tellement vivant. Alors, je me suis amusée à voir Et ce que vous faisiez ces jours-ci. Il y a eu au mois de septembre une soirée, je pense que c'était à Tours, une happy hour oui, médiévale. Vous aviez des vins, de la cuisine médiévale, mais c'est fou. oui, on s'est bien amusé. C'est parce qu'on a fait une commande de 4 instruments à Fritz Heller, qui travaille à Amsterdam, et donc dont on a fait une commande de 2 hautbois, de 2 chalmis et une bombarde, et plus une cornemuse pour recréer ces formations dont je vous ai parlé tout à l'heure, des bandes de ménétrier. Et on a voulu faire des instruments typiques du XIVe siècle, enfin ceux qu'on voit dans l'iconographie au XIVe siècle, qui sont quand même différents de ce qu'on voit d'habitude aujourd'hui parmi les hautbois qui sont souvent reconstitués. Ce sont ceux de la Renaissance du XVIe siècle. Et là, on a voulu vraiment bien observer l'iconographie et faire quelque chose de cohérent avec toute l'imagerie du XIVe siècle. Et donc, Est-ce que, on a inauguré ces instruments vendredi soir dernier. Ouais. Et c'était une soirée bien sympathique. est-ce que vous allez nous offrir un guide de cuisine médiévale un jour? Je serais très curieuse. Je vois que parmi les compositeurs anciens, donc les troubadours et trouvères de ce temps passé, il y a des noms qui sont quand même assez connus. Bertrand de Ventacourt, Bertrand de voilà, bien connu, mais je n'arrive plus à le prononcer. Et puis Geoffrey Rudel. Et j'ai vu il y a très récemment un opéra qui s'appelait L'amour de loin de Katia Sarayao, qui était Ah oui, c'est inspiré vrai. des poèmes de Geoffrey Rudel. Donc, ça inspire encore des œuvres nouvelles. Oui, 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 c'est chouette. Oui, oui. Oui, j'ai vu ça aussi, j'ai vu ça. Ouais. Et ça, c'est Ouais. étonnant parce que c'est cet amour intense pour un amour inaccessible, une lointaine, une bien-aimée lointaine. On a Mm, toujours ça, on est éloigné toujours de ce qu'on aime. Alors, Geoffrey Rudel s'est spécialisé là-dedans, hein, dans l'amour de loin. Effectivement, il serait mort en croisade sans avoir vu sa bien-aimée dont on lui a raconté tous les bienfaits. Voilà, on ne sait pas ce qui est de la légende ou pas, ou de l'histoire, mais en tout cas, C'était une dans la époque quand même poésie. où il y avait, c'était une époque de guerre aussi et on a besoin de retrouver la paix aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez un écho dans notre besoin de paix aujourd'hui dans cette musique que vous faites? Hum, je sais pas trop. C'est-à-dire que nous, on est effectivement dans des périodes de guerre, mais les périodes de guerre ont toujours existé. Après, elles sont plus ou moins médiatisées selon les pays. Hmm. Et aujourd'hui, je ne sais pas quoi, si dans la musique qu'on fait, s'il y a une audibilité en fait parmi les gens qui sont dans ces circuits-là, je ne sais pas trop. Hmm. On Mais les a, sentiments sont les mêmes. comment? Ce sont les sentiments qui restent les mêmes. Exactement, oui, oui. On a notre chemin à faire ici, faisons-le de la manière la plus louable et la plus honorable qui soit. Alors, faire une tournée avec des instruments qui ne sont pas si faciles que ça à déménager, vous avez nous amener une harpe, des vielles, c'est quand même une grande opération. Est-ce que Diabolus et Musica fait régulièrement des tournées? On en fait au moins une fois par an sur des grands trajets. Après, quand on fait des tournées en Europe, ça va, c'est pas très compliqué. Après, en Amérique, c'est un peu plus long, ça peut être un peu plus compliqué pour les papiers. Mais de toute façon, pour les instruments, on arrive à les garder avec nous, donc ça va, ça va. Et Enfin, maintenant que vous... on a quand même renoncé à faire venir un instrument en Amérique, qui est parce que c'est trop compliqué, c'est trop encombrant, enfin voilà, qui est une harpe psalterion, qui est un peu plus grosse que la harpe romane, mais c'était trop compliqué de la faire venir. Enfin bon, voilà. Qui est en fait un peu plus appropriée à la période des troubadours, mais voilà, on fait comme on peut. Et ces instruments-là, ils sont magnifiques et ils sont reproduits d'après des illustrations anciennes. C'est ça. En général, les facteurs d'instruments aujourd'hui, sur les instruments médiévaux, ils ont 3 sources pour fabriquer un instrument. Ils ont l'instrument original, mais c'est très compliqué avant le XVIe siècle d'avoir des originaux qui soient restés dans l'état. Souvent, ils sont très abîmés ou alors ils ont été transformés en XVIIIe, XIXe siècle. Donc, c'est difficile d'avoir de sources fiables. Ils ont les traités, tous les écrits des musiciens théoristes, où là,
On a vraiment des renseignements intéressants, notamment sur les proportions arithmétiques pour construire des instruments qui sont très, très présentes, ces proportions-là, pour tout, pour gérer, pour la musique et pour la construction des instruments. Et la troisième source, la plus importante, c'est l'iconographie, bien évidemment, que ce soit des peintures, des enluminures, de la sculpture aussi. La sculpture est très importante pour la période romane, parce que c'est vraiment du travail absolument magnifique, presque plus abouti que la période gothique qui suit dans la sculpture. Hein. On a vraiment des porches incroyables en Europe, notamment Saint-Jacques-de-Compostelle ou même en France, où on a des détails incroyables sur les sculptures, ou à Chartres aussi, à la cathédrale de Chartres, il y a plus de 300 instruments qui sont représentés à Chartres. Donc, toutes ces sources sont vraiment très utiles pour le fabricant, pour facteur d'instruments. Juste pour se replacer, on est devant l'entrée de la cathédrale de Chartres, on a ce porche et ces rubans de sculpture tout autour, c'est rempli Oui, d'anges musiciens et de oui, troubadours. c'est ça. C'est souvent les. Alors, il y a des anges et souvent ce sont des vieillards. C'est les vieillards à l'Apocalypse qui est souvent représenté. Les 24 vieillards qui ont des instruments. Ah oui. On a aussi à Chartres, notamment, on a la musica, en fait, qui est représentée avec deux, trois instruments. Le roi David, qui est souvent représenté aussi avec une vielle. Voilà, on a tous ces personnages bibliques qui reviennent dans l'iconographie des églises du christianisme. Alors, en terminant notre programme que vous nous amenez, on aura encore de la musique religieuse ou para-religieuse et on ira Oui, jusqu'aux airs d'amour et airs de fête. oui, c'est ça. Alors donc, le programme Un nouveau printemps du monde, c'est axé sur l'échange culturel entre la musique paraliturgique autour de l'abbaye Saint-Martial de Limoges, le répertoire aquitain. Ce sont ce qu'on appelle des versus, c'est marqué comme ça dans les 4 manuscrits. Ce sont des espèces de tropes qu'on rajoutait à la liturgie, aussi bien sur le plan de la poésie que sur le plan de la musique. Et puis, on voulait faire le lien avec toute la lyrique des troubadours, qui date plus ou moins de la même époque, du XIIe siècle. Et il y a certains musicologues comme Jacques Chaillet et d'autres qui ont fait un rapprochement entre ces deux musiques, la paraliturgie et le chant des troubadours, aussi bien sur le plan musical, qu'on utilise les mêmes modes ou les mêmes élans mélodiques, que sur le plan de la poésie. Si dans les versus aquitains, on loue beaucoup la Vierge Marie, dans les troubadours, on va louer la femme. Voilà, donc c'est la même thématique qui va revenir. Et Et puis, vous avez oui, et en fin de programme, en fin de chapitre, on va aller un petit peu plus loin dans la chronologie pour aller sur les derniers trouvères jusqu'à un petit rondel d'Adam de la Halle pour montrer un peu l'évolution de toute cette poésie courtoise. Bah, écoutez, on vous attend pour nous parler d'amour, et nous chanter l'amour et nous Oui, faire danser et nous faire rêver à ce temps d'ailleurs, avec un très beau titre pour votre programme, donc Un nouveau printemps du monde. Voilà, exactement, qu'on doit à Georges Duby. en plein mois d'octobre. Merci beaucoup pour votre visite, Diabolus et Musica. Merci beaucoup, Nicolas Sansarla, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Sylvia.